Ici Satu. Une de mes amies m'a dit un jour, je veux vivre dans un havre de paix en pleine nature. C'était quelque temps après qu'elles soient devenues obsédées par les LOHAS, mode de vie sain et durable, et qu'elles aient acheté une maison de vacances à la montagne. Mais cette amie s'est vite lassée et est retournée à la civilisation en un rien de temps. En utilisant Retour pour retourner dans mon bureau du manoir de la capitale royale, j'ai aperçu Pochi tomber par la fenêtre. Aussitôt, j'ai utilisé ma main magique toujours activée pour essayer de la rattraper. Aïe! Pochi faisait des saltos dans les airs, se recroquevillant pour se défendre, mais elle a poussé un cri enfantin lorsque la main magique l'a soudainement attrapée au ventre. Désolé, vous allez bien? Merci, monsieur. Pochi va très bien, monsieur. J'ai déposé Pochi au sol et j'ai sauté par la fenêtre après elle, atterrissant dans le jardin. Bienvenue. En relevant les yeux, j'ai vu Tama accrochée au mur et me faisant signe. Pochi avait dû s'entraîner avec Tama et avait perdu pied. J'oubliais, monsieur. Bienvenue à la maison, monsieur. Merci. Entraînement du matin? Oui. On a fini notre course quotidienne autour de la ville, alors Tama et moi avons fait des sauts ninja de toit en toit au retour, monsieur. L'entraînement, c'est bien, mais ne faites rien de trop dangereux. Oui, monsieur. Pochi ferait peut-être un meilleur monsieur samouraï qu'un ninja, après tout, monsieur. Alors que nous discutions et marchions vers la cour centrale, j'ai vu Lisa et Nana s'étirer après leur course matinale. J'ai décidé de les rejoindre, car je me sentais moi-même courbaturée. Pochi va s'entraîner au dégainé et au one-stroke kill, et devenir un samouraï, monsieur. Pochi a pris un bâton et a mimé le dégainement d'une épée, la découpe d'un adversaire imaginaire et son rengainage théâtral. Si je me souvenais bien, le samouraï de l'Empire Saga, monsieur Kajiro, lui avait enseigné la technique à Labyrinth City. Oh, très bien, dégainer son sabre. Je me retournai et vis Sarisa et Mia approcher en pyjama. Lulu les suivait, portant un plateau rempli de verres de jus de légumes pour tout le monde. Maître, vous devriez montrer à Pochi un vrai yai, un one hit kill, tué en un coup. Arisa me regarda avec un regard enthousiaste. Allez-y. Comme par enchantement, le reste du groupe se tourna vers moi avec la même excitation. Ils étaient tous si excités que je ne pus me résoudre à admettre que je ne l'avais jamais fait. Utilisez la lame de samouraï de Pochi, s'il vous plaît, monsieur. J'acceptais le katana japonais, que nous avions trouvé dans un coffre au trésor du labyrinthe. Puis je leur dis que je devais d'abord m'échauffer et m'entraîner à imiter l'art du dégainage et du rengainage du sabre. Plus grand que compétence acquise, tuer en un coup, effectivement, j'ai obtenu la compétence dont j'avais besoin, j'ai rapidement investi des points de compétence et je l'ai activé. Cette fois, lorsque j'ai posé ma main sur le katana au fourreau, j'ai pu sentir la bonne vitesse et le bon angle. C'est parti. Sur ce, j'ai exécuté un iai approprié. Incroyable. Le dégainage rapide ultime pour un tuer en un coup, monsieur. Quel maniement de l'épée remarquable. Les filles bêtes, qui avaient une excellente vision cinétique, s'exclamèrent toutes avec admiration. Impossible, c'était si rapide que je n'ai rien vu. Pour moi, on aurait dit que ta main était floue pendant une seconde. Waouh, apparemment, c'était si rapide que l'arrière-garde ne pouvait même pas le suivre. C'est vraiment la technique d'épée la plus rapide de tous les temps. Arisa semblait néanmoins ravie. Il aurait été plus rapide de lever l'épée et de l'abattre normalement, mais comme ma technique, one hit kill, remettait immédiatement la lame au fourreau, elle a dû faire une impression plus forte. Je ne dirais pas que c'est le plus rapide. Je leur ai montré à quoi ressemblerait la technique si je m'arrêtais avant de rengainer la lame, puis j'ai fait une démonstration d'un coup de poing régulier vers le bas, dissipant ainsi ce malentendu. Pour ce dernier, j'ai utilisé le style Ziguin que monsieur Kajiro m'avait appris. Je vois. Donc c'est juste vous qui êtes surpuissant, pas la technique. Ce commentaire était déplacé. Maître, je veux tester si je peux bloquer le one hit kill, je vous prie. La prochaine fois, d'accord? Je voulais mieux maîtriser la technique avant de tenter quoi que ce soit de ce genre, pour être sûr de ne pas la blesser. Au lieu de cela, j'ai acquiescé au « coupez-nous quelque chose ». D'Arisa, j'ai réalisé ma demande en fabriquant 3 mannequins de paille et en les découpant avec une combinaison éclatante de « warp » et de « one hit kill ». Le spectacle était satisfaisant, on rengainait l'épée avec un claquement, juste au moment où les mannequins étaient coupés en deux. Très bien, Pochi veut essayer aussi, monsieur. J'ai rendu le katana à Pochi, qui sautait de joie. Kashoum, Pochi produisit ses propres effets sonores en essayant quelques one-hit kills. La combinaison de ses bras courts et de sa longue lame semblait l'empêcher de dégainer son épée avec aisance. Pochi, sois sérieuse, la gronda Lisa, pensant à tort qu'elle plaisantait. Oh oui, monsieur. Pochi redoubla d'efforts. D'une manière ou d'une autre, cela eut pour résultat que la lame magique transperça la lame du katana. J'ai un mauvais pressentiment. Salut, monsieur. La lame de Pochi s'illumina d'un rouge intense,
projetant un tir de lame magique en forme de croissant en ligne droite. Oh, comme j'étais déjà préparé à un éventuel incident, j'ai pu créer une armure magique assistée sur ma main en utilisant distorsion pour me téléporter devant le tir de lame magique de Pochi, l'attrapant et l'annulant. Oh non, oh non, oh non, monsieur. Les yeux de Pochi s'écarquillèrent de panique face à sa propre erreur, d'autant plus lorsque le poing de Lisa s'abattit sur sa tête. Je suis vraiment désolé, monsieur. Non, c'est ma faute si je commence à m'entraîner comme ça dans la cour, la rassurai-je en ramassant le fourreau qu'elle avait jeté. Ce serait bien d'avoir un endroit à proximité où nous pourrions nous entraîner plus librement. Un appareil de secrétaire, monsieur? Oh, alors c'est la version magique d'une alarme de sécurité personnelle. Après le petit déjeuner, je distribuais les nouveaux objets d'alerte d'urgence à mon groupe et leur expliquais comment les utiliser. J'étais déjà passé à la compagnie Eshigoya pour déposer les leurs, les laissant avec une lettre expliquant leur utilisation sur le bureau du directeur. Eh bien, on dirait que c'est dangereux, même dans la capitale royale, ces derniers temps. Je les ai fabriqués pour que nous puissions tous rester en contact, même si tu n'es pas avec Arisa ou moi. Tu aurais dû fabriquer un smartphone avec le sort téléphone, grommela Arisa. Je finirai par l'améliorer, promis-je vaguement. Juste à ce moment-là, la cloche annonça que nous avions de la visite, les femmes de chambre que j'avais embauchées par l'intermédiaire de la compagnie Eshigoya, ainsi que le professeur particulier pour les cours d'étiquette. Voyant que les femmes de chambre aux traits simples étaient toutes pâles et maigres, je demandai à Lulu de leur servir le petit déjeuner avant qu'elles ne commencent à travailler. Alors, cher monsieur, puis-je commencer tout de suite? Bien que la professeure particulière paraisse douce, sa voix avait un ton sérieux qui contrastait avec son allure chaleureuse. Avant de commencer l'instruction des nouveaux nobles, elle allait enseigner à Tama et Pochi seuls pendant un moment. Bien, enchanté, monsieur. C'est bien beau en privé, mais en public, n'oubliez pas de dire enchanté haut et fort. J'entendais les leçons du duo commencer dans le salon. Oui, monsieur. Un simple oui suffira. Ouais, oui, monsieur. On aurait dit qu'elle avait un long et difficile chemin devant elle. Les cours étaient prévus pour 90 minutes. Une seule sonnerie, après le petit déjeuner chaque jour. Au-delà, je doutais que Pochi et Tama puissent rester concentrés. Effectivement, moins de 2 heures plus tard. Bouh, Pochi a fait de son mieux, monsieur. Flop. Tama et Pochi, l'air épuisé, ainsi qu'une enseignante encore plus épuisée, sortirent du salon. Je servis du thé et des encas à l'enseignante titubante avant de lui demander comment s'était déroulé le cours. Oh oui, eh bien, elles sont très enthousiastes. L'enseignante choisit ses mots avec soin. Autrement dit, elles font de leur mieux. À entendre les choses, elles essayaient d'obéir aux instructions de l'enseignante, mais elles avaient toutes deux une façon de parler si particulière qu'elles n'arrivaient pas à maîtriser la communication en public. Tu pourrais peut-être attendre avant de corriger leurs défauts pour l'instant, et leur donner un bref aperçu du fonctionnement de la socialisation? Arisa, qui écoutait, proposa une suggestion. Puisque le cours n'est pas très long de toute façon. La professeure privée n'y voyait aucune objection, alors je lui ai officiellement demandé de leur enseigner cette voie à l'avenir. Après son départ, j'ai calmé le duo à l'air abattu avec de la viande séchée de baleine, et nous avons décidé de sortir en ville comme prévu. C'était une performance incroyable, c'est sûr. Arisa avançait d'un pas rêveur. Aujourd'hui, nous avions accepté la proposition du célèbre musicien Sir Kestra d'assister à un spectacle. J'ai également invité Dame Karina, sous prétexte qu'elle pourrait étudier une culture importante. Une mélodie tellement passionnée. C'était vraiment bon. Je suis satisfait, tu sais? La musique humaine est peut-être brute comparée à la musique elfique, mais elle n'en reste pas moins merveilleuse. C'est agréable d'une manière différente, vraiment. Tu sais, Mia se lança dans une de ses rares longues diatribes pour exprimer sa satisfaction face au spectacle. Je l'avais déjà entendu jouer, mais sa prestation dans une salle conçue pour une acoustique idéale était d'un tout autre niveau. Oui, oh oui, beautiful, monsieur. Vous avez aimé, Karina, monsieur? Oh oui, beaucoup. Dame Karina fixait toujours Mia. Peut-être ne l'avait-elle jamais entendu parler autant. Les autres filles semblaient tout aussi heureuses après cette splendide prestation. Alors que nous traversions l'atrium du hall d'entrée, Nana s'arrêta brusquement. Maître, le passage est bloqué, je vous le signale. Plus loin, un groupe de jeunes femmes en grande tenue se pressait autour de quelqu'un. Dis donc, ce n'est pas Lorenz? Dit Arisa en scrutant la foule. C'était bien le cardinal Ozunas de la province de Parion. Waouh, il est populaire auprès de tous, des petites filles aux vieilles dames. Oui, tout à fait. Dame Karina semblait indifférente. Il ne vous plaît pas, Dame Karina? Il est beau, je suppose. Dame Karina haussa les épaules. Je suppose qu'elle n'était pas vraiment intéressée. Pourquoi, si ce n'est pas ça tout? Une femme voluptueuse dans la foule, Rayuna Raffol, l'épouse du vicomte, me lança un regard sensuel et me fit signe d'approcher. Attendez,
C'est une femme mûre cette fois? Monsieur, adultère. Je vous expliquerai plus tard, dis-je au couple incompréhensible, puis je m'approchai de Madame Raffol. Votre grâce, permettez-moi de vous présenter un ami à moi. Au son de sa voix, le cardinal me regarda. Quelle coïncidence, sœur Pendragon, dit-il avec un sourire. Ah bon, vous vous connaissez? Le cardinal expliqua l'incident de la veille à Madame Raffol, l'air perplexe. C'est mon satou pour vous, dit Madame Raffol fièrement. Le cardinal sourit et ajouta un dernier compliment. Oui, nous aurions été en grand danger sans leur aide. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que vous ayez combattu des monstres sans moi, coupa Dame Karina avec envie. Normalement, c'était là que Pochi et Tama intervenaient, mais ils ne dirent rien. Qu'y a-t-il, vous deux? Demanda Arisa. Miaou, rien, monsieur. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule et vis les oreilles de Tama aplaties et la queue de Pochi repliée entre ses jambes. Toutes deux se cachaient derrière Lisa. Vu nos positions respectives, je devinais qu'elles étaient nerveuses en présence de Madame Raffol ou du cardinal Ozunas. Pardonnez-moi d'interrompre votre conversation. Vous êtes sœur Pendragon, n'est-ce pas? Sœur Kestra m'a personnellement demandé de vous amener le voir. Sur l'ordre de quelqu'un qui semblait être le directeur de la salle de concert, je m'excusai auprès de Madame Raffol et du cardinal, et nous suivions l'homme jusqu'à la loge de sœur Kestra. Bienvenue, petit musicien. Sœur Kestra nous salua, ou plus précisément, Mia. Qu'avez-vous pensé de notre prestation? Super. Mia hocha la tête. Satisfait de sa réponse, sœur Kestra se tourna enfin vers moi et les autres. Sœur Pendragon, mesdemoiselles, avez-vous aussi apprécié? Oui, c'était une prestation magnifique. Merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Après avoir discuté un moment, il proposa à Mia de se produire sur scène. Oui, Mia était impatiente de commencer, alors nous nous installâmes dans les gradins tandis que lui et Mia montaient sur scène. Aussitôt, Mia accorda son luth en quelques coups de guitare, puis commença à jouer le même morceau que sœur Kestra et sa troupe venaient d'interpréter. Elle est vraiment douée. Entre ses mains, c'était une mélodie à la fois délicate et puissante. Elle touchait le cœur avec une telle force qu'on ne devinerait jamais qu'elle était interprétée par une si petite artiste aux si petits doigts. En fermant les yeux, la musique me rappela des images spectaculaires. La chanson s'est terminée alors que j'étais encore sous le charme. Veuillez pardonner mon intrusion, sœur Kestra. Alors qu'ils discutaient de la suite, l'ingénieur du son de la salle de concert les a interrompus. Que puis-je faire pour vous? Je tiens à vous remercier de nous avoir permis d'entendre une chanson aussi magnifique, mais aussi. L'air profondément désolé, l'ingénieur du son expliqua que les ingénieurs et les ouvriers étaient tellement absorbés par la musique qu'ils avaient arrêté de travailler et demandèrent poliment que la séance d'improvisation attende la fin de leur travail. Bien sûr, désolé, sœur Kestra, il est temps de vous rencontrer pour le prochain programme. Immédiatement après que sœur Kestra se soit excusée auprès de l'ingénieur du son, un autre manager apparut dans les coulisses pour le faire sortir. Ah, rien ne se passe jamais comme prévu. Je suppose que la prochaine chanson devra attendre, alors. Rejouerez-vous avec moi un de ces jours? Excitée, Mia fit un signe de tête à sœur Kestra. Peut-être qu'un jour, Mia se produirait sur la scène de la salle de concert de la capitale royale, tout comme Cyril Toa la chanteuse dans la vieille capitale. Plein de partitions. Waouh, le papier est bien plus épais que je ne le pensais. Après avoir quitté la salle de concert, nous avons fait quelques achats dans une rue voisine bordée de boutiques vendant des instruments, des partitions, etc. J'ai eu l'idée idiote que si je voyais un jeune garçon contempler un instrument avec envie par la vitrine, je devrais le lui acheter, mais malheureusement, je n'ai pas vu de telle situation digne d'un film. Maître, il y a beaucoup de soldats, je vous le signale. Nana avait raison, il y avait beaucoup de gardes en ville aujourd'hui. Leur nombre dans les quartiers des nobles était nettement supérieur à la normale, et même dans la rue principale, j'ai vu plusieurs escouades de chevaliers à cheval, armés jusqu'aux dents. C'était sûrement à cause de l'incident de la corde rouge d'hier. Miaou, bruyant, monsieur. Tama et Pochi regardèrent nerveusement vers la route sur notre gauche qui menait à la rue principale. 3 hommes à l'air suspect couraient dans notre direction, poussant les piétons hors de notre chemin. Derrière eux, des chevaliers criaient fort et les poursuivaient. Dégagez, Blue Oct. Vous ne pouvez pas passer, messieurs. Mon Dieu, quelle impudence. Tama et Pochi ont abattu les hommes à gauche et à droite, tandis que Dame Karina assommait l'homme du milieu d'un coup de pied tournoyant. Nous avons remis les hommes aux gardes qui les ont rattrapés peu après. C'était trop cool, les filles. Cette nana au gros sein est d'une force incroyable. J'aimerais que mon fils l'épouse. Jolie dame, vous êtes une rosse. Une foule en liesse s'est rassemblée autour de Dame Karina, embarrassée. Malheureusement, cela la rendait encore plus adorable aux yeux de la foule, dont les acclamations s'intensifièrent jusqu'à ce qu'elle atteigne ses limites et s'enfuit. Karina, attendez, monsieur. Tama et Pochi se sont lancés à sa poursuite. Comprenant qu'ils avaient trop fait,
La foule a pris un air penaud et s'est dispersée peu à peu. Désolé, Lisa, mais pourriez-vous les traquer? Bien sûr, monsieur. Lisa les poursuivit tous les trois. Merci de nous avoir aidés à arrêter ces canailles, me dit l'homme qui semblait être le chef des gardes. Derrière nous, les gardes interrogeaient les suspects ligotés. Crachez le morceau. Qui était le client? Je n'y crois pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ne faites pas l'idiot. On sait que vous avez transporté des outils suspects dans les tunnels hier soir. Des outils suspects dans les tunnels? Ces types étaient-ils vraiment responsables des incidents monstrueux d'hier? Merci encore pour votre aide, me répéta le chef. Puis-je vous demander votre nom? Oh, on passait juste par là, répondis-je avec un sourire, avant de prendre congé. Par curiosité, je restais à proximité et écoutais en attendant le retour de Dame Karina et des autres. Si on ne vous dit pas qui était le client, vous nous pendrez. À cette menace, l'un des hommes murmura à contre-cœur. C'était un type de la haute société. Et son nom? Aucune idée. Le type qui nous a embauchés était un vieux connard snob qui s'est présenté comme serviteur d'un homme de la haute société. Il dit que c'était un homme d'âge moyen sans qualité particulière. Vous ne l'avez pas suivi? Incapable de résister à ma curiosité, j'intervins en utilisant ma compétence interrogatoire. Bien sûr que oui. La personne qui attendait le client l'a appelé par son nom, d'accord? Et ce nom était? Je vous le dirai si vous me laissez partir. Oh! Alors que l'homme tentait de négocier, les gardes le frappèrent sans pitié, essayant de lui faire dire l'information. J'aurais préféré qu'il n'utilise pas des techniques aussi violentes en public, il risquerait de faire peur aux enfants qui les verraient. Monsieur Pendragon, et mademoiselle Pochy et mademoiselle Tama, merci infiniment pour votre aide. Et monsieur. Nié Pochy et Tama ricanèrent timidement aux louanges du chef des gardes. Alors qu'une véritable séance de torture commençait dans la rue, Pochy et Tama revinrent, accompagnés de Dame Karina. Je les mis rapidement au travail en tant que tortionnaires impitoyables Pochy et Tama, pour leur montrer une méthode de torture plus efficace. Pochy est une pro du chatouillement, monsieur. Kuchiko, voyant les deux filles remuer les doigts, les visages sévères des gardes s'éclairèrent d'un sourire. Notre enquête peut maintenant reprendre. Veuillez nous excuser. Les gardes s'inclinèrent et partirent, entraînant les hommes capturés avec eux, bien sûr. Ils ont dit que le nom de famille était Mercret, n'est-ce pas? Pensez-vous que c'est vraiment lui qui est derrière les invasions de monstres? Je doute qu'il soit arrêté sur un seul témoignage. C'était une grande famille noble, après tout. Mais ce noble n'est-il pas connu pour ses mauvaises conduites? Demanda Dame Karina. Je lui ai expliqué que s'il n'y avait aucune preuve, il se débrouillerait probablement par la parole. J'ai cherché sur la carte, mais aucun membre ni serviteur de la famille Mercret n'appartenait à la guilde Lumière de la Liberté, vénérant le Seigneur Démon, et je n'ai vu aucune potion ni ingrédient démoniaque dans leurs maisons ou leurs entrepôts. Même s'ils se trouvaient assurément dans une zone grise, rien ne prouvait qu'ils étaient absolument maléfiques. Je pouvais probablement attendre que les espions et les gardes du Premier ministre le découvrent. Même en fouinant avec mes sorts de magie spatiale comme clairvoyance et clairaudience, je n'ai pas surpris de conversation ou de scènes suspectes. Monsieur Jambe d'insecte, monsieur. Alors que nous marchions vers la rue principale où notre calèche nous attendait, Tama et Pochy ont désigné un chariot recouvert de tissu. La patte d'un monstre ressemblant à un insecte dépassait d'une déchirure du tissu. Il devait s'agir de cadavres de monstres transportés. On dirait des monstres morts d'hier. Hier? Arisa a incliné la tête. Mais cet endroit est bien loin d'où nous étions hier, n'est-ce pas? Oh, je ne vous l'avais pas dit? Il y a eu plusieurs autres invasions de monstres hier, en plus de celles que nous avons rencontrées. J'ai répété l'information du Premier ministre à mon groupe. Comme Dame Karina était également avec nous, je n'ai pas mentionné de qui je l'avais entendu. Allons sur les lieux du crime. On dit que les criminels y retournent toujours. S'est exclamé Arisa. Nous sommes donc partis en calèche pour visiter les lieux des incidents. Nombre d'entre eux, 4 sur 5, en fait, se trouvaient dans la partie basse de la ville. Des gardes avaient bloqué les zones d'attaque des monstres, et nous avons même vu des prêtresses des temples voisins procéder à des purifications. Maître, là-bas, à l'un des endroits, Lisa m'a murmuré quelque chose et m'a discrètement désigné du doigt un homme soufre vêtu d'une cape à capuche. Il semblait utiliser un objet indiscernable, mais mon arme a indiqué qu'il s'agissait en réalité du même mage que j'avais vu à la compagnie Sabé. Satou, maître, des personnes suspectes ont été repérées, je vous le signale. Cette fois, Mia et Nana désignaient un groupe d'hommes en robe, la capuche enfoncée sur les yeux. D'après mon écran de réalité augmentée, il s'agissait de membres du groupe occulte informel Vent de Liberté. Oh, ne vous inquiétez pas pour eux, ai-je dit. Ils échangeaient sans doute des théories du complot et des fantasmes sur ces étranges incidents. Maître, qu'est-ce que c'est? En passant devant un parc voisin, Lulu m'a tiré par la manche. Je me suis retournée, m'attendant à une nouvelle agitation, mais... C'est du Kamishibai?
Waouh, je ne savais pas qu'ils en avaient aussi ici. Cela ressemblait étrangement à une forme de théâtre de rue japonais, un peu comme un spectacle de marionnettes, mais avec des personnages et des décors en papier. J'ai demandé au chauffeur de s'arrêter pour que nous puissions descendre. Ah, il y a aussi un charmeur de serpents ici. C'est peut-être à la mode en ce moment? D'autres artistes de rue s'entraînaient ici et là. Nous en avons discuté en nous dirigeant vers le compteur de Kamishibai. Des larves, s'est exclamé Nana. Le compteur était entouré d'un public d'enfants. Un bonbon coûte une pièce d'un penny. Les enfants qui achètent des bonbons peuvent s'asseoir devant, les autres derrière. Apparemment, le spectacle était gratuit, l'argent des bonbons étant la principale source de revenus du comédien. Waouh, c'est incroyable. Je me demande si ce sont des prunes confites? Des prunes confites? Non, que des bonbons au sirop ici. Le compteur ouvrit le bocal qui lui pendait au cou et nous montra les bonbons qu'il contenait. Ce n'était pas le sirop Mizueim transparent qu'on voit dans le Japon moderne, mais le bonbon au malt légèrement brunâtre que nous avions vu au duché d'Ugosh. J'en achète un pour tout le monde. Merci beaucoup. Je lui tendis une pièce d'argent. Plutôt que de récupérer la monnaie, je lui demandai d'en donner un à chacun des enfants rassemblés autour du petit théâtre. Je me sentirais mal à l'aise si nous étions les seuls à recevoir des bonbons. Il y a très longtemps. Avant que la capitale ne soit transférée ici, c'était un endroit dangereux où des monstres des terres d'Azur attaquaient presque tous les jours. Le conteur Kamishibai commença son récit. Le titre était « Le roi ancestral et le roi fantôme maléfique ». Et puis un jour, qui d'autre viendra que le roi ancestral, Seigneur Yamato, le King. Les enfants, qui avaient dû voir cela maintes fois, s'écrièrent avant que le conteur ait pu terminer sa phrase. Oui, en effet, ce n'était autre que notre grand roi ancestral, qui a vaincu le grand seigneur démon et fondé le royaume de Shiga. Les enfants acclamèrent la proclamation théâtrale du conteur. Au fil du récit, des parents ayant perdu leurs enfants à cause de monstres, des enfants dont les parents avaient été tués par des monstres, et d'autres victimes semblables demandèrent au roi ancestral Yamato de faire quelque chose contre les monstres qui continuaient d'affluer des terres d'Azur. Mais le royaume nouvellement formé n'avait pas la puissance militaire suffisante pour les combattre tous, laissant le peuple déçu par son roi. Puis, alors que le roi déplorait son impuissance au château royal, soudain, une voix s'adressa au roi ancestral, au grand chef de l'humanité. Le roi ancestral suivit la voix au plus profond de la forêt, où une jeune fille l'attendait. Le conteur créa des effets sonores avec un petit gadget. Rassemblez les vases sacrés du royaume déchu des terres d'Azur. Une fois que vous en aurez récupéré suffisamment, je vous apprendrai à accomplir un rituel qui empêchera les monstres d'approcher. Sur ces mots, la jeune fille disparut, tandis que le roi ancestral s'exclamait « S'il vous plaît, dites-moi votre nom ». Le roi envoya alors une équipe de puissants chevaliers sur les vestiges de l'Empire Flux, dans le grand désert, à la recherche de vases sacrés. Ouah, je sais que c'est de la fiction, mais l'ordre est assez dur. Peut-être cette histoire est-elle inspirée de ces légendes anglaises sur les chevaliers et les rois? Ô jeune fille, j'ai rassemblé les vases, déclara le roi ancestral sur une colline, et effectivement, la jeune fille apparut dans un éclair de lumière. Un papier représentant un triangle de lumière jaune fut ajouté à la scène, puis retiré du cadre pour révéler la jeune fille. Il avait probablement retiré une autre couche de papier avec le triangle pour créer cet effet. Tu as donc rempli ta part du pacte. Maintenant, permets-moi de remplir la mienne, dit la jeune fille, et voilà. Elle fut enveloppée de lumière et devint un saint Graal géant. Le conteur utilisa un instrument suspendu à sa ceinture pour créer un son, din-din, entraînant les enfants dans l'histoire avec une telle fascination qu'ils en oublièrent de continuer à manger leurs bonbons. Ô prêtresse, utilisez ces calices sacrés pour aider le grand roi ancestral. Ô roi, utilisez le pouvoir qu'ils contiennent pour repousser les monstres, dit la jeune fille, et les prêtresses commencèrent la cérémonie. Elles rassemblèrent toute la malice et les esprits maléfiques qui attirent les monstres dans les calices sacrés et les transformèrent en une bête noire géante. Le son était ponctué d'une imitation d'un rugissement effrayant. Les enfants, plus craintifs, se bouchèrent les oreilles et fermèrent les yeux, tandis que les plus grands observaient avec plus d'attention pour ne rien manquer du dénouement. Cette bête a attaqué les prêtresses qui accomplissaient le rituel devant les vases sacrés. Mais bien sûr, ils étaient en présence du plus grand héros de tous les temps. Un roi parmi les rois. Notre grand fondateur ancestral. Le roi ancestral a dégainé l'épée sacrée Clédiam Solui, a sauté devant le monstre et, KERSLASH. L'a coupé en deux. Le conteur a rapidement remplacé l'image du roi ancestral coupant le monstre géant en deux et a utilisé une sorte de cymbale fixée au plateau pour créer un bruit de fracas. Le roi ancestral est trop cool. Quand je serai grand, je serai chevalier et je servirai le roi. Moi aussi, les garçons comme les filles contemplaient l'image du roi ancestral et l'épée sacrée avec des yeux pétillants. Ainsi, les monstres furent bannis de ce pays à jamais,
et le roi ancestral créa une nouvelle capitale royale à cet endroit précis. C'est pour ça qu'il n'y a pas de monstres dans la capitale royale. Ma mère disait que la capitale royale était le seul endroit sûr où l'on pouvait cultiver des terres hors des murs. Bouh, je le savais. Les enfants échangèrent joyeusement leurs connaissances, n'écoutant plus le conteur, même s'il parlait encore. Quoi qu'il en soit, la cérémonie de purification du mal a toujours lieu chaque année, le soir du Nouvel An. C'est un jour pour célébrer la grandeur du roi ancestral et prier les dieux. Pour conclure l'histoire, le conteur expliqua cette dernière partie aux enfants. Ma famille va au temple de Parion. Nous vénérons notre statue du roi ancestral à la maison. Eh bien, nous allons au temple de Garléon. Je n'avais pas réalisé que la cérémonie de purification du mal était si connue du grand public de la capitale royale. C'était un peu long, mais pas si mal, je suppose, commenta Arisa d'un ton léger. Ce n'est pas vrai, monsieur. C'était très intéressant et bon, monsieur, répondit Pochi avec ferveur. On ne peut pas rester les bras croisés, monsieur. Pochi est en pleine forme, monsieur. Ce spectacle semblait avoir éveillé l'âme de Pochi, passionné d'histoire. J'observais avec tendresse les yeux de Pochi s'embraser d'excitation, et nous retournâmes aussitôt à notre résidence royale. Bon, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Il restait 3 jours avant le réveillon du Nouvel An, et nous avions les cérémonies de péri et de promotion le jour de l'an, mais rien de prévu d'important d'ici là. Certaines de mes connaissances, comme les nobles de l'ancienne capitale que je connaissais, ainsi que Madame Emma Lytton et ses amis, m'envoyaient des invitations à toutes sortes d'événements, des soirées au goûter en journée, en passant par les garden parties. Je n'y assistais cependant que quelques-unes, trop de fêtes d'affilée étaient épuisantes. Si possible, je voudrais rencontrer le vicomte Siemon et lui demander de nouveaux parchemins avant la fin de l'année. Cependant, nous avions du mal à organiser nos emplois du temps, la fin de l'année étant une période chargée en coulisses pour la haute noblesse. Le vicomte Nina de la baronnie Munot travaillait dur lui aussi, et même le baron Munot, d'habitude décontracté et timide, faisait de son mieux pour le bien de son peuple et de sa famille. Je vais m'occuper de quelques formalités administratives pour mademoiselle Nina ce matin. Cet après-midi, la société Eshigoya organise une réunion d'information sur la franchise, alors je vais y assister. Arisa était également très occupée. Je pense faire des recherches sur les plats d'Ozushi pour le Nouvel An en attendant les fêtes. Je viendrai vous aider dès que possible. Merci, Lulu sourit joyeusement. Les seules recettes d'Ozushi, les plats traditionnels japonais du Nouvel An, que nous avions nous avaient été données par la chef elfe Madame Nea, mais c'étaient des imitations presque ridicules. Malheureusement, ni Arisa ni moi ne connaissions de recettes d'Ozushi, et celles laissées par les héros et réincarnations précédents étaient rares. Cependant, j'allais emprunter un recueil de recettes au couple de nobles gourmets de l'ancienne capitale, le marquis Lloyd et le comte Owen. Ils devaient arriver demain en dirigeable. Salle de concert. Mia voulait se produire à nouveau sur scène. Pochi écrit avec un passin fougueux, monsieur. De toute évidence, Pochi travaillait encore sur un roman après avoir été frappé par l'inspiration de la veille. Je souhaite m'amuser avec des larves, je vous le déclare. Vous visitez des orphelinats? Il y en a plusieurs entre les temples, le gouvernement et d'autres endroits. J'ai utilisé ma recherche sur carte pour en trouver un proche de notre manoir et dans un endroit sûr, l'orphelinat du temple Parion. Comme je n'étais encore allé dans aucun temple pour faire des dons, j'ai décidé de l'accompagner pour pouvoir le faire. Tama, vous sculptez aujourd'hui? Oui. Tama hocha la tête. Et Madame Lisa, une tournée gastronomique, peut-être? Non, un peu d'exercice me ferait du bien. Je vais m'entraîner à la lance quelque part. Et la garnison des chevaliers sacrés? Mon Dieu, non. Je détesterais devoir refuser s'ils m'invitent à les rejoindre, et je préfère ne pas attirer l'attention. Contrairement à Labyrinth City, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où s'entraîner à la lance dans la capitale royale, à l'exception des terrains privés, des salles d'arts martiaux et des terrains d'entraînement militaire. Et même s'il y avait beaucoup de salles d'arts martiaux dans les environs, se présenter dans une salle dont on ne pratiquait pas le style serait considéré comme un défi, ce qui les excluait. Pas d'inquiétude, je connais un coin discret près des remparts. Lisa décrivit un endroit qu'elle avait trouvé lors de ses marathons matinaux. Cela semblait parfait pour s'entraîner, mais une personne aussi puissante que Lisa ne pouvait pas vraiment s'y donner à fond. Je décidai de chercher un endroit où elle et les autres pourraient s'entraîner après avoir escorté tout le monde. Maître, Nana m'a interpellé près du temple. Après avoir accompagné Arisa, Tama et Mia à leurs activités respectives, je suis allé au temple de Parion tout proche avec Nana. Dans l'immense capitale royale, il y avait 4 temples rien que pour Parion. Celui le plus proche de notre manoir était le 2e plus grand. Ça a l'air calme. Oui, maître. Ce n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais, vu que les prêtresses des sanctuaires oracles s'évanouissaient et que les prêtresses déclaraient « Un danger sans précédent approche de la capitale royale ». Peut-être s'agissait-il simplement d'une phrase pour obtenir des dons, comme je l'avais entendu dire.
J'entends les larves crier, je vous le signale. Ouf, cette phrase semblait tout droit sortie d'un jeu d'horreur avec un compteur de santé mentale. Nana avait visiblement hâte de suivre les voix des enfants dans l'orphelinat derrière le temple. Attends, Nana, faisons d'abord des dons au temple. Ainsi, j'estimais que nous risquions moins d'être dénoncés aux gardes comme des intrus suspects. J'ai pris Nana par la main et l'ai entraînée dans le temple, où j'ai fait don d'une petite bourse remplie de pièces d'or. Nous espérions observer l'orphelinat du temple, si possible. Pour une raison inconnue, cette requête transforma l'expression de joie à peine contenue du prêtre face à la somme importante en une expression de compréhension. Malgré ma confusion, je le suivis avec Nana jusqu'à l'orphelinat. Maître, Laurence est ici entourée de larves, je vous le signale. À ces mots, je jetai un coup d'œil par-dessus les haies et aperçus Laurence, le surnom d'Arisa pour le cardinal Ozunas, jouant avec une ribambelle d'enfants de l'orphelinat. Votre grâce, permettez-moi de vous présenter Sœur Pendragon de la baronnie de Munot, qui a fait un don généreux au temple. Sœur Chevalier, voici sa grâce le cardinal Ozunas de la province de Parion. Le prêtre nous présenta. Il dut interpréter mon don comme une demande de présentation au cardinal. Nous nous retrouvons, Sire Pendragon. C'est un honneur, comme toujours, votre grâce. Nana s'agitait avec impatience tandis que nous nous saluions, alors j'ai obtenu la permission des prêtresses et je l'ai envoyée jouer avec les enfants. Cette charmante jeune femme est-elle votre future épouse? Non, c'est une autre exploratrice, un peu comme un membre de la famille. Venez-vous ici régulièrement, votre grâce? En effet, pas tous les jours, mais c'est le devoir d'un ecclésiastique de communier directement avec ces jeunes esprits et de leur transmettre les enseignements sacrés. J'aimerais que ce prêtre soit un peu aussi pieux. Votre grâce, une prêtresse, postée entre l'orphelinat et le temple, interpella le cardinal. Est-il déjà si tard? Mes excuses, Sire Pendragon. J'aurais aimé discuter de foi avec vous un peu plus longtemps, mais il semble que mon temps soit écoulé. Le cardinal s'excusa et quitta l'orphelinat avec la prêtresse. D'après leur conversation, entendue grâce à ma compétence, oui aiguë, ils se rendaient au plus grand temple de Parion de la capitale royale pour une réunion concernant la cérémonie de purification du mal. Maître, puis-je donner des bonbons aux enfants? J'ai d'abord demandé à la prêtresse en herbe qui les surveillait, puis j'ai dit à Nana qu'elle pouvait leur en donner un à chacun pour qu'ils n'aient pas de caries. Remarquant l'air envieux de la jeune prêtresse en herbe, je lui ai également donné un bonbon. Après avoir veillé un moment sur Nana et les enfants, je suis retourné à notre manoir. Il n'y a personne ici, même si ce n'est pas loin de la capitale royale. Comme ça, maître. De retour, j'ai emmené Lisa avec moi jusqu'à un point de téléportation aux abords de la ville grâce au sort de retour, et nous nous sommes dirigés vers l'un des territoires des monstres au sud de la capitale. Cette vallée désolée était entourée de tous côtés par les territoires d'autres monstres. Ce devait être un endroit sûr pour que mon groupe s'entraîne au combat. Maître, une hydre à 3 têtes. 3 têtes émergeaient d'un marais voisin. Difficile à dire, le reste étant sous l'eau, mais on aurait dit que les hydres d'ici n'avaient pas d'ailes, contrairement à celles de la baronnie de Munot. On dirait que ce marais est la réserve magique de ce territoire. C'était l'endroit idéal pour établir notre base secrète, on pouvait y arriver d'une seule utilisation du sort retour depuis la capitale royale, et il possédait sa propre réserve magique, une petite source de mana. Dois-je éliminer les monstres qui pourraient être gênants? J'avais presque l'impression que nous étions les méchants, mais j'ai donné le feu vert à Lisa. De toute façon, nous commencions à manquer de viande d'hydre. Oui, merci. Peux-tu guider le monstre dans le désert avant de le vaincre? Je veux aller voir ce marais. Compris. Lisa utilisa son anneau pour fabriquer une lance de pierre et la lança sur l'hydre, la mettant en colère et la guidant vers une zone dégagée. Après avoir inspecté le marais boueux avec ma carte, j'utilisai des sorts comme clairvoyance et transparence pour inspecter le marais boueux et les environs, puis j'utilisai main magique pour rassembler tous les os de monstres au fond du marais et les déposer dans le stockage. Il s'agissait probablement des victimes de l'hydre. Il y avait aussi des os humains et du matériel rouillé. Ils étaient assez vieux, mais comme certains étaient des dagues avec des emblèmes distinctifs, je les ai rangés pour les rendre anonymement aux familles. Un petit ruisseau s'écoulait du marais, le trou créé par le départ de l'hydre géante s'était déjà comblé. Je n'ai vu aucune rivière s'y jeter. Il devait y avoir une source d'eau au fond du marais. Le miasme est épais ici. Grâce à ma vision des miasmes, j'ai constaté que le marais était entièrement recouvert d'un miasme dense, que j'ai nettoyé en libérant ma lumière spirituelle, habituellement étouffée. La purification prendrait quelques heures, mais une fois terminée, le marais devrait devenir une jolie fontaine féerique où les petits esprits se rassembleraient. À la fin de mon enquête initiale, Lisa est revenue, un grand sourire aux lèvres. Maître, j'ai vaincu l'hydre. J'ai pris soin de ne pas endommager les globes oculaires ni la poche à poison. Merci, Lisa. Je vais récupérer l'hydre, si vous pouviez explorer les lieux. N'oubliez pas que nous voulons en faire notre terrain d'entraînement pendant votre enquête.
Compris. Une fois Lisa partie, j'ai récupéré l'hydre. Elle avait mis de côté ses 3 yeux, son cœur et son foie, et retiré le gros noyau rouge. J'ai décidé de la préparer pour le dîner de ce soir, car elle l'attendait sans doute avec impatience. Tout d'abord, je crois que je vais jeter un œil à mes nouveaux parchemins. J'ai dû construire une base ici aussi, mais ça devrait être facile avec le sort objet de pierre, et j'avais largement le temps. Il était sans doute plus prudent de privilégier la partie amusante. Le premier était le sort composite, créer une maison, du labyrinthe végétal. Burke, c'est minable. En utilisant le parchemin, j'ai obtenu une hutte de bois et de paille de construction sommaire. L'entrée était si petite que même moi, je devais me baisser pour y entrer, et elle était à peine assez grande pour qu'une personne puisse s'y allonger. Des interstices entre les brins de paille du plafond semblaient pouvoir facilement laisser entrer la pluie. J'ai vérifié que le sort « Créer une maison » était enregistré dans mon menu magique et je l'ai utilisé à partir de là cette fois-ci. L'image d'une maison m'est apparue. La hutte créée par le parchemin semblait être celle par défaut. Je pouvais en modifier le design à volonté. J'avais une liberté totale pour créer tout ce que je voulais, d'une maison à 2 étages à une luxueuse demeure. Je pouvais même ajouter des éléments comme des fenêtres en verre et des lustres, même si, malheureusement, il n'y avait pas d'option pour y placer des outils magiques. Waouh, on peut construire une maison individuelle de 100 mètres carrés en un instant. En moins de 30 secondes, le sort a matérialisé le genre de maison générique qu'on voit souvent dans le Japon moderne. C'était amusant de voir la structure et les pièces s'assembler rapidement. Malheureusement, ce n'était pas parfait. Il était équipé d'une salle de bain, mais il aurait fallu la raccorder à une arrivée d'eau et à un système d'égout pour éviter les fuites. On peut aussi construire des bâtiments à plusieurs étages ? Je me demande. Je l'ai testé et j'ai découvert qu'il était possible de construire une maison même dans l'eau, ou même dans un marais. Bien qu'il soit totalement étanche, des problèmes subsistaient, comme l'alimentation en air et l'accès, ce qui en faisait un choix peu pratique. Malgré tout, il était indéniablement pratique et bien plus flexible pour la construction de maisons que l'objet en pierre. Réaliser des constructions trop élaborées demandait beaucoup de magie, mais ce ne serait pas un problème pour moi. Avec mon incroyable quantité de PM, je pouvais facilement construire une 12aine de manoirs sans effort. Le deuxième sort était « Culture » de magie de la terre, également issu du labyrinthe envahi. Le parchemin ne labourait qu'un carré de terre de la taille d'un potager, mais une fois enregistré dans mon menu, je pouvais l'utiliser pour labourer jusqu'à 30 acres, 10 fois la taille d'une cour d'école, d'un seul coup. Waouh, c'est tellement doux. Là où le sol était auparavant sec et granuleux, le sort de culture le transformait en une terre meuble, sombre et semblable à du pays. J'ai deviné que l'effet devait être le même que celui de la série d'options, améliorer les terres agricoles, du menu du cœur de la ville. Après plusieurs essais, j'ai découvert que je pouvais définir la zone de culture en ouvrant ma carte lorsque j'utilisais le sort et en la désignant par des lignes. Grâce à cette méthode, j'ai réalisé que je pouvais forcer la culture de zones normalement exclues par défaut, comme les arbustes, les rochers, et même les structures et les pentes. Contrairement à l'élimination de quelques racines, cultiver des zones avec de vrais arbres ou de gros rochers réduisait considérablement la portée, mais la limite supérieure par défaut me semblait de toute façon ridiculement élevée, en tant que japonais. En combinant ce sort de culture avec création de maisons, je pourrais développer un tout nouveau village en un rien de temps. Oh, je sais, je pourrais peut-être utiliser ces sorts discrètement pour aider Sir Gwen, envoyée dans les terres d'Azur inexploitées en guise de punition pour son implication dans l'attaque du duché de Vistal. Il ne serait envoyé que lorsque les troubles du duché se seraient apaisés, mais je voulais quand même lui prêter main forte en secret le moment venu. Passons maintenant à la troisième option. J'ai choisi le dernier parchemin du labyrinthe végétal, le sort de magie d'invocation de chauve-souris. Avec ce parchemin, je ne pouvais invoquer qu'une seule petite chauve-souris de niveau 1, de la taille d'une paume. De plus, lorsque je l'invoquais, elle s'envolait. Malgré tout, j'avais de grands espoirs en utilisant invocation de chauve-souris depuis le menu magique. Des cibles d'invocation me sont apparues en tête, me laissant le choix. En plus de la petite chauve-souris de la précédente, 4 nouvelles options s'offraient à moi. Volée de chauve-souris, chauve-souris géante, chauve-souris messagère et chauve-souris flottant. Je pouvais aussi renvoyer les chauves-souris déjà invoquées. La petite chauve-souris avait la même taille qu'avant, mais elle était maintenant de niveau 10 et pouvait obéir à des ordres simples. Comme son nom l'indiquait, le vol de chauve-souris pouvait invoquer de 2 à 120 petites chauves-souris. Je ne pouvais donner d'ordre qu'à l'ensemble du groupe, pas à des individus. Lorsque j'invoquais le vol, la petite chauve-souris que j'avais invoquée avant elle disparaissait. Ce sort ne pouvait donc pas effectuer plusieurs invocations. Par curiosité, je plaçai un marqueur sur une petite chauve-souris et noua un ruban autour de sa patte avant de la renvoyer, mais le marqueur disparut aussitôt. Lorsque je la réinvoquai, le marqueur ne réapparut plus,
Et bien sûr, il n'y avait plus de ruban non plus. Je me demandais maintenant si le marqueur disparaissait après sa révocation ou si la petite chauve-souris elle-même disparaissait définitivement après sa révocation. Comme je n'avais aucun moyen de le vérifier, je devrais faire des recherches dans les grimoires la prochaine fois que j'irai à la bibliothèque interdite. Pour l'instant, je continuais à tester invocation de chauve-souris. La chauve-souris géante était une grande chauve-souris de niveau 10 dont l'envergure était à peu près aussi large que mes bras tendus. Comme la petite chauve-souris, elle pouvait obéir à des ordres simples, et je pouvais même voir à travers ses yeux, comme les golems que je créais avec la magie de la terre. Quant aux chauves-souris invoquées, elles étaient considérées comme des familiers lorsque j'empruntais leur vision. Mon nom apparaissait dans leurs informations détaillées. Il était possible de masquer le nom de l'invocateur lors de mon invocation initiale, mais ensuite, je ne pouvais plus leur donner d'ordre. La chauve-souris messagère fonctionnait comme un pigeon voyageur, même si, comme un oiseau ordinaire, il fallait lui apprendre minutieusement sa destination à l'avance. Cela la rendait difficile à utiliser, du moins jusqu'à ce que je réalise que je pouvais ouvrir ma carte en même temps et l'envoyer à l'endroit que je désignais, ce qui la rendait infiniment plus pratique. Je fis semblant de ne pas remarquer que sa portée et sa vitesse de vol étaient inférieures à celles d'un pigeon. La chauve-souris plongeante était une chauve-souris mystérieuse capable de se fondre dans les ombres et même d'infiltrer des zones que je désignais sur la carte ou par vision partagée en les traversant. Comme je pouvais aussi lui donner des ordres simples, elle pouvait se révéler très utile pour se faufiler et espionner. Je pourrais faire la même chose avec la magie spatiale, mais quand même. Le parchemin numéro 4 était le sort de magie pratique engrenage roulant, du labyrinthe des illusions. Il faisait apparaître un engrenage transparent dans les airs, qui tournoyait quelques secondes avant de disparaître. En l'utilisant depuis le menu magique, je pouvais invoquer jusqu'à 32 engrenages allant d'1 millimètre à 12 mètres. Je pouvais modifier la vitesse et le sens de rotation des engrenages invoqués. En les poussant à leur vitesse maximale, ils fonctionnaient comme une scie électrique. La vitesse et la rotation pouvaient être réglées au moment de l'invocation, mais il fallait toucher l'engrenage pour modifier ses paramètres par la suite. Les toucher avec la main magique comptait, cependant, donc je n'avais pas à craindre de me blesser accidentellement. Comme ils continueraient à tourner tant qu'ils seraient alimentés en magie, je pourrais peut-être les utiliser comme des roues à eau ou des éoliennes, ou même pour fabriquer une horloge géante. Même si je n'attendais pas grand-chose de celle-ci, j'ai été agréablement surpris de découvrir qu'elle pouvait avoir de multiples usages. Peut-être que je vais d'abord essayer de fabriquer une pompe à eau ou une horloge fleurie reliée au bassin magique. Le dernier parchemin était le sort de magie fantôme, fabrication d'os. Je l'ai d'abord essayé sur des os de monstres du stockage. Malheureusement, je n'ai pas réussi à le contrôler très bien et j'ai fini par créer un truc bizarre et tordu. Plus grand que compétence acquise, magie fantôme, j'ai investi des points dans ma nouvelle compétence magique et je l'ai activée. Puis j'ai essayé d'utiliser fabrication d'os depuis le menu magie. Maintenant, je pouvais manipuler les os avec facilité. C'était presque comme travailler avec de l'argile. Je voulais essayer ce sort depuis que j'avais vu des accessoires en os sur un stand de Labyrinth City il y a quelque temps. Le sort fonctionnait sur les os, les cornes, les griffes, les écailles, etc. J'ai été surpris de découvrir qu'il pouvait même modifier les fragments de griffes et de crocs du dragon maléfique de la strate inférieure du labyrinthe. Ça aurait grandement facilité la fabrication de cette lance de dragon. Conscient de l'importance des outils, j'ai ressorti des objets que j'avais cachés dans la réserve et je les ai bricolés. Après avoir rangé la lance du dragon maléfique dans la réserve, j'ai joué à fabriquer des épées avec des crocs d'hydre, des défenses de tigres de forteresse, etc. Les objets que je créais avec concentration étaient normaux, mais lorsque je créais des armes ou des armures à partir d'une vague idée, elles finissaient par paraître maléfiques pour une raison inconnue. Malheureusement, je ne pouvais pas ajouter de circuit magique pendant la production. Si j'y injectais de la puissance magique au fur et à mesure, les composants, semblables à des noyaux, des pièces monstrueuses se cristallisaient et créaient de pseudo-épées magiques faciles à charger. Ce n'était pas un problème, puisque je pouvais de toute façon fabriquer des épées magiques, mais ça pourrait être pratique pour confectionner des cadeaux ou des objets à cacher dans les coffres à trésors du labyrinthe. Contrairement aux épées magiques que je fabriquais à partir de moules, elles ne seraient pas très solides, sauf si je choisissais les mauvais matériaux. Le lendemain matin, après avoir passé une nuit blanche à travailler dessus, j'ai amené tout le monde à la base. Plein d'esprit, Mia hocha la tête, satisfaite, en regardant notre nouvelle base. Oh, je vois, vous avez fait pousser du lierre et des plantes grimpantes tout autour pour que les gens ne voient pas la maison de l'extérieur. Arisa croisa les bras et murmura son approbation. Tama et Pochi imitèrent sa pose de chaque côté, hochant la tête sagement. Maître, c'est un potager ? C'est vrai, on peut cultiver les légumes et les fleurs que vous voulez, Lulu. Les yeux de Lulu pétillèrent en admirant le potager fraîchement labouré.
Maître, le golem est couvert de mousse, je vous le signale. Nana désigna un golem de défense que j'avais déguisé avec des plantes. Je l'ai fait exprès. Compris, je vous l'assure. Nana observa le golem de défense, elle semblait étrangement l'apprécier. À quoi allons-nous utiliser cet endroit? Ce que nous voulons, je suppose? Puisqu'il n'y a personne autour, nous sommes libres de nous entraîner, de performer, de sculpter ou de faire ce que nous voulons. Tandis que le groupe célébrait, je leur rappelais de ne parler de cet endroit à personne. Même pas Karina? C'est méchant de la laisser de côté, monsieur. Je savais que Tama et Pochi allaient dire ça. Avant que je puisse trouver comment les convaincre, Arisa prit ma place. C'est la base secrète de l'équipe Pendragon, les gars. Alors on ne peut rien dire à Dame Karina tant qu'elle n'est pas assez forte pour rejoindre l'équipe Pendragon, d'accord? Maître, puis-je montrer le terrain d'entraînement à tout le monde? J'ai fait un signe de tête à Lisa, et elle a couru sur la pente de la vallée pour montrer à l'avant-garde la zone d'entraînement dans le désert, au sommet. Il y avait des zones pour l'entraînement ninja de Tama, pour l'entraînement au sabre de Pochi, etc. Ce n'était pas assez spacieux pour utiliser le fusil d'accélération, mais j'ai aménagé un terrain pour le tir de Lulu. C'est un joli petit coin, cependant. Je suis surpris que personne d'autre ne l'utilise, même s'il est au milieu d'un territoire de monstres. Les esprits ont l'air heureux. La zone marécageuse qu'Arisa et Mia admiraient était maintenant remplie d'eau cristalline au lieu d'un marécage boueux. C'était probablement parce que ma lumière spirituelle avait fini de purifier les miasmes. Je sais que tu ne voulais pas que le point de téléportation soit visible, mais n'est-il pas un peu petit? Arisa observait d'un œil critique la base de la taille d'une hutte. En surface, oui, le reste est souterrain. J'avais utilisé le sort de magie de la terre-piège pour creuser plusieurs grands puits, sculpter de robustes météorites de pluie de météores dans une fondation avec objets de pierre, et construit une structure souterraine de 5 étages avec créé maison. L'eau et la ventilation étaient gérées par des engrenages roulants reliés au bassin magique. De plus, j'avais connecté un faux noyau comme celui du manoir du Lierre au bassin magique, contrôlant des éléments de la base comme les portes automatiques, les lumières, la surveillance et les alarmes, etc. C'est la pièce maîtresse. Un miroir? Attends, serait-ce possible? J'ai hoché la tête vers Arisa, qui semblait avoir compris la véritable nature du miroir argenté. Oui, c'est un portail de téléportation permanent. Il était identique à celui du manoir du Lierre. Lorsque j'ai amené les sœurs de Nana dans la forêt de Bolénan pour leur entraînement, je leur ai demandé de partager un portail supplémentaire avec moi. Je pourrais théoriquement fabriquer quelque chose de similaire moi-même, mais cela demanderait beaucoup de travail, c'est pourquoi j'ai choisi d'en utiliser un qui existait déjà. Maintenant, tout le monde peut aller et venir du manoir de la capitale royale, même sans moi ni Arisa. Contrairement à la magie de téléportation ou au portail de téléportation sous l'ancienne capitale, ce garage ne pouvait servir que de portail, semblable à un trou de verre, entre deux points fixes. Ça pourrait aussi servir en cas d'évacuation d'urgence. Urgence? Ah oui, Arisa, pourrais-tu ranger un dirigeable dans ton garage? Ce serait certainement utile pour se déplacer ou s'échapper en cas d'urgence. Ce n'était pas nécessaire tant que j'étais là, mais nous n'étions pas tout le temps ensemble. Bien sûr, ça devrait rentrer. Il n'y a que du sable pour les golems de sable et des pierres pour les bombes de roche. Le sort de garage d'Arisa était une magie spatiale avancée qui créait une dimension alternative pour elle seule. La magie était nécessaire pour ouvrir et fermer l'entrée. Contrairement à la compétence « boîte à objets », cependant, elle n'utilisait aucune magie pour sortir ou ranger des objets et pouvait stocker des êtres vivants et des golems. Très bien, je vais le sortir. J'ai fait voler le dirigeable dans un espace dégagé. Avec ses voiles d'un blanc immaculé faites de la peau du poisson monstre géant et ses décorations en oricalque scintillantes, le spectacle était impressionnant. Bien que la direction fût simple, j'avais interdit les commandes à Tama, qui adorait les mouvements acrobatiques, et à Pochi, qui avait complètement changé de comportement en prenant le volant. J'avais prévu de confier la direction à Arisa ou Lisa si nous entrions en combat. Ah bon? Tu as déplacé les canons magiques à 6 chambres qui étaient chargés sur le vaisseau volant? Lulu était chargée du contrôle de tir, mais j'envisageais de confier à Pochi et Tama les canons magiques multi-emportés et les défenses. Ces deux-là adoraient recharger les canons. J'avais prévu de confier la surveillance du radar de défense aérienne à Mia, mais elle ne pourrait peut-être pas faire grand-chose, car l'instinct impressionnant de Tama avait tendance à se méfier. Oui, et j'ai aussi installé la forteresse mobile de Nana, ainsi que le prototype du château. Elle a 3 fois plus de défense que la forteresse. C'était quelque chose que j'avais développé avec des elfes et des hauts elfes passionnés de recherche du village elfique. Comme ils étaient étonnamment difficiles à contrôler, Nana finirait probablement par s'en charger, en plus de la salle des machines. Waouh, c'est incroyable. Sa fonctionnalité l'est, en tout cas. Elle est encore trop grande pour être intégrée à une armure d'or, mais elle tiendra au moins sur un dirigeable.
En plus, elle possède de nombreux fourneaux en pierre d'arbre sacré. Ce dirigeable possédait 16 fourneaux en pierre d'arbre sacré, 8 fois plus que l'armure d'or que j'avais conçue, ce qui était largement suffisant. Tu crois qu'elle rentrera dans ton garage? Elle est plus grande que je ne le pensais, mais elle rentrera si j'enlève les pierres. Oh, des Ruox! Les yeux de Tama pétillèrent d'excitation en voyant la pile de grosses pierres qu'Arisa produisait. Tu peux les utiliser pour sculpter, si tu veux. Yaé! Tama sautilla de joie aux paroles généreuses d'Arisa. Il était presque l'heure du petit déjeuner. J'ai rappelé Lisa et les autres, et nous sommes retournés au manoir de la capitale royale. Avons-nous toujours eu une pièce comme celle-ci? Arisa a incliné la tête. L'escalier qui monte est au bout de ce couloir. C'était un nouvel espace que j'avais créé sous le jardin avec le sort-objet de pierre. L'escalier menait à une porte secrète dans mon bureau. J'avais déjà installé de puissants golems d'adamantite pour garder le miroir de téléportation et les avais configurés pour permettre à chacun de nous d'aller et venir librement. Puisque la serrure de la porte secrète était contrôlée par le golem de surveillance épouvantail, ce n'était qu'une précaution supplémentaire. COO, monsieur. MCOO. En arrivant dans le bureau, Tama, Pochi et Mia discutaient d'une manière qui me donnait une impression de déjà-vu. Quoi de neuf? Je crois que c'est un pigeon voyageur. Regarde, sur sa patte. Lulu désigna un oiseau perché devant la fenêtre. Elle avait raison, sous ses plumes colorées, le pigeon avait un petit cylindre attaché à sa patte. J'ouvris la fenêtre et il vola droit vers ma main. Dès que je retirai le cylindre et sortis la lettre pliée, le pigeon se transforma en un nuage de fumée blanche et disparut. Guon, il a disparu, monsieur. Waouh, comme un shikigami. C'est peut-être une sorte de magie d'invocation? Monsieur, esprit? Tandis que Tama et Pochi s'exclamaient sous le choc, les théories d'Arisa et Mia étaient ancrées dans les disciplines magiques. Je parcourus la lettre pendant que les filles bavardaient à côté de moi. Eh bien, qu'en dites-vous? La lettre provenait d'une source très inattendue.